Ce qui était un geste simple aujourd'hui, c'est-à-dire de regarder l'air, pouvait être une véritable science à l'époque. Cette semaine, la collection scientifique du Séminaire de Québec à porte ouverte au Musée de la Civilisation. Monseigneur de Laval, dès 1663, fondera ce qu'on appelle le Séminaire de Québec et on voit très bien en arrière-plan l'architecture des premiers bâtiments. Et le Séminaire de Québec sera consacré à l'éducation des prêtres. Les premiers prêtres formés dans la colonie le seront par le Séminaire de Québec. À la conquête, bon, on sait que la communauté jésuite va retourner en France parce qu'ils vont être chassés par les Anglais. Et c'est véritablement le séminaire qui va prendre le relais dans l'enseignement, mais dans l'enseignement au sens général. L'enseignement ne sera plus destiné uniquement aux prêtres, mais aussi à l'ensemble des jeunes Canadiens. Et avec Jérôme Demers, avec l'abbé Holmes, on va voir l'apparition des premiers intérêts dans le domaine scientifique, donc l'acquisition des premiers instruments destinés à l'enseignement des sciences. Et on peut dire que les premières années du 19e siècle vont être consacrées à la mise en place de cette éducation. Et c'est ce qu'on va aller voir dans les collections, les instruments scientifiques acquis aux premières heures du Séminaire de Québec pour l'enseignement des sciences. Alors, nous sommes présentement dans la réserve des objets scientifiques. Cette collection-là regroupe des objets de sciences physiques, des objets de chimie, enfin, le grand héritage destiné à l'enseignement et à la démonstration des sciences qui provient du Séminaire de Québec. Et le Musée de la Civilisation a la grande responsabilité de mettre en valeur le Musée de l'Amérique française et ses collections afférentes, qui sont le grand héritage du Séminaire de Québec. Alors, ces collections-là, qui regroupent une centaine de milliers d'objets, évidemment, sont constituées, entre autres, du Grand Fonds du Séminaire de Québec, le Grand Fonds d'archives, j'entends, qui a été classé Mémoire du monde par l'UNESCO il y a quelques années. C'est 180 000 documents, revues, journaux, c'est plus de 125 mètres linéaires d'archives précieuses. Et à travers ces collections, il y a également les collections de beaux-arts avec la collection de tableaux Desjardins, la collection d'orfèvrerie, une collection de sculptures. Il y a aussi une grande collection de mobilier. Enfin, différentes collections qui ont été amassées au fil des ans par les prêtres du séminaire. Comme c'était une institution d'enseignement importante, alors il y a tout cet aspect des collections d'enseignement, mais évidemment, la collection de sciences physiques, elle est constituée du grand cabinet de physique, c'est-à-dire de cette première grande collection qui a été amassée par les prêtres du séminaire sur la fin du 18e siècle, qui a été consolidée au 19e siècle et qui est devenue un des héritages importants sur le plan scientifique au Québec en termes d'objets. Elle était utilisée dans le cadre de l'enseignement parce qu'évidemment, c'était une collection dédiée à la démonstration des sciences et c'est ce qui faisait toute sa particularité. Et on va aller voir la conservatrice Sylvie Toupin, qui est la grande responsable, la grande gardienne de cette collection-là, et elle va nous en tracer l'historique et tous les éléments fondateurs de cette grande collection. On se retrouve actuellement dans la collection qui a constitué le cabinet de physique du Séminaire de Québec au 19e siècle, principalement. Et cette grande histoire-là, elle a commencé plus particulièrement autour de 1806, là, avec la création d'un premier musée scientifique au Québec et sous l'impulsion de Jérôme Demers, qui était un grand prêtre enseignant qui a marqué l'histoire des sciences au Québec, parce qu'il était érudit, passionné, puis il a amené ici une révolution pédagogique. Alors, on transformait l'enseignement des sciences au séminaire, qui était très théorique, en un enseignement plus pratique où on permettait aux étudiants de voir les phénomènes se passer. Par la démonstration. Par la démonstration. Il y a des dates marquantes à l'intérieur de cette collection où on a fait l'acquisition, une acquisition massive de plusieurs instruments. Oui, il y a eu
l'arrivée de plusieurs centaines d'objets dans la période 1836-37, lorsque l'abbé Holmes, qui remplaçait Demers, a été envoyé en mission, justement en Europe et en France et en Angleterre surtout, pour aller se former, mais aussi acheter des instruments qu'il envoyait par bateau ici. Alors, cette première période-là, et la deuxième grande période était la création de l'Université Laval en 1852, où l'abbé Hamel, à l'époque, est allé se faire former à la Sorbonne pour devenir prof au niveau universitaire de mathématiques. Et on lui avait, de physique et de mathématiques, on lui avait demandé aussi de faire des achats, surtout en optique et en acoustique. Alors, c'est des grandes périodes, mais aujourd'hui, le cabinet compte à peu près 2500 pièces. Donc, on peut dire que sur la fin du 19e siècle, la grande collection telle qu'on la connaît, nous, était pas mal constituée. C'était sensiblement ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes de noyau dur. C'est bien sûr qu'il s'est ajouté quelques éléments par la suite, mais ce qu'on appelle la grande collection d'instruments, elle était constituée à ce moment-là. Donc ici, c'est... Ici, on a de la pneumatique qui faisait partie de la mécanique des fluides, si on veut, là. En fait, c'est une pompe à vide. C'est une machine pneumatique qu'on retrouvait dans tout bon cabinet de physique. Un bel exemple de la qualité des instruments qu'on fabriquait à l'époque. C'est un instrumentiste britannique, Jones, avec des laitons, de l'acajou, du verre. C'est des pièces de grande qualité. Oui, les prêtres achetaient quand même à grands frais chez les grands fabricants qui étaient non pas en fabrication industrielle, mais des artisans. Des artisans. Des artistes, en fait. Ici, on voit ça, c'est... Alors, on passe de la pneumatique à la mécanique. Oui, bien, c'est la mécanique, en fait, c'est les mouvements gyroscopiques qui étaient déjà connus au 19e siècle, qui ont des applications aujourd'hui dans notre vie. Vous savez, les gyroscopes pour la stabilité des mouvements. Alors, on actionnait une manivelle et on faisait tourner le gyroscope et les étudiants, avec le professeur, étaient en mesure de voir qu'est-ce qui se passait, comment se décrivait ce mouvement-là aussi. Et toujours dans la mécanique, parce que je vois ici, il y a des systèmes de transmission de courroies et on voit qu'on enseigne effectivement le mouvement, la transmission du mouvement, mais ça nous renvoie véritablement à la révolution industrielle. Oui, il y avait ça aussi, parce que le 19e siècle, comme tu le dis, Christian, a été marqué par des grands changements. Alors, à ce moment-là, on se retrouve ici avec de la science appliquée, des transmissions en mécanique, on avait les leviers, on avait les poulies, on avait aussi les cardans, les systèmes d'engrenage. Alors, ça, c'est présent dans la collection parce qu'effectivement, on voyait des applications. Et justement, on va aller voir l'application de certains principes, et entre autres, on faisait allusion à l'électrique. Alors, Sylvie, on voit une maquette en trompe-l'œil qui est assez exceptionnelle puis qui nous ramène au cœur de la révolution industrielle. De quoi il s'agit, au juste? C'est une machine à vapeur de Watt, qui est une invention, effectivement, qui est associée à la révolution industrielle, qu'on retrouvait dans l'industrie, entre autres. Alors, elle est particulièrement belle, de belle qualité, justement, à cause de la finesse des dessins. Et elle avait été fabriquée par Alexandre Clerc. Donc, commandée, fabriquée à Paris... Oui, et elle a été achetée par l'abbé Hamel. Oui, celle-là, parce qu'elle daterait des années à peu près 58. Donc, au moment où on a créé l'Université Laval. Oui, aussi. Elle serait arrivée dans le deuxième arrivage. Là, alors, c'est une machine qui présentait effectivement le fonctionnement d'une machine à vapeur, qu'on peut voir sur le dessin, où on a ici la chaudière. La pression de la vapeur faisait bouger le piston qui actionnait effectivement. Et d'ailleurs, on peut voir le mouvement. On peut voir le oui, mouvement. bien, en fait, elle était trompe-l'œil, mais il y a une partie articulée. Alors, on a fait l'effort de la rendre interactive jusqu'à un certain point. On alimente une bouilloire. Oui, c'est ça, une chaudière. Oui. Et après ça, l'énergie est transmise... En énergie mécanique. Mécanique. En fait, c'est ça, par un système de mouvement ici, de bielle. Là. Mais on voit ici le régulateur à boule qui permettait effectivement de stabiliser la vitesse. Ah, sinon, ça serait parti en grande épouvante. Là. Alors, c'était la façon de stabiliser la vitesse de mouvement. Hein. Mais c'est un bel exemple de la qualité des maquettes qu'on retrouvait dans la collection de physique là, pour l'enseignement. Les cabinets de physique aussi possédaient ces machines-là, justement, parce que c'était de découvrir, en fait, l'électrostatique, les lois de l'électrostatique. Alors, en actionnant la machine, en actionnant effectivement avec la manivelle, on allait collecter, en fait, des charges électriques qui, à un moment donné, étaient transmises à l'aide de ces tiges conductrices-là. Ça créait une différence de potentiel, donc une décharge. Alors, c'était en fait le principe, et ça clignotait. On entendait des crépitements aussi. Ces machines-là sont encore utilisées dans les laboratoires modernes parce que les principes de l'électrostatique
électrostatiques, sont enseignés encore de la même façon. Bon, c'est la machine de Wimshurst. Elle date de quelle période? Bien, celle-là, c'est une machine du Cretec qui daterait à peu près au milieu du 19e siècle, sa conception, mais les expériences ont été faites avant. Mais Wimshurst... C'est lui qui a mis de l'avant le principe. Oui, bien, le principe de la machine, en fait, pour montrer qu'est-ce qui était derrière l'électrostatisme à ce moment-là, l'étude d'électro. Alors, on avait une machine beaucoup plus grosse aussi au séminaire de Québec, on appelait la machine de Ramsden, qui permettait de faire les mêmes expériences, mais on parlait même d'une différence de potentiel d'un voltage de 300 000 volts. Moi, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est assez impressionnant, le voltage. C'est dans la lignée de cette machine-là au niveau de l'enseignement de la physique électrique. Oui. Mais là, on va se faire plaisir. On va aller voir un passionné des sciences, Yvon Fortin, qui va nous faire une véritable démonstration. Yvon Fortin, vous êtes professeur et directeur du Centre de démonstration en sciences physiques du Cégep François-Xavier Garneau. Oui, c'est ça. Et on est dans un lieu qui est consacré à la science, un lieu tout à fait spécial. J'aimerais ça que vous nous présentiez cet endroit extraordinaire. En fait, c'est un endroit où on développe des démonstrations, puis on développe aussi des présentations de démonstrations pour illustrer certains aspects de la science, faire réfléchir sur la science, son développement, ses instruments, ses méthodes, ses théories. OK. Et évidemment, nous, on vient de voir une collection historique qui est celle de la collection du cabinet de physique du séminaire. Et à l'intérieur de ça, il y a toute une instrumentation que je pense que vous utilisez ici, que vous utilisez en termes de démonstration, comme on le faisait dans les grandes soirées mondaines à l'époque où on voulait inculquer une ouverture à la science. Là, je parle au 18e et au 19e siècle. Est-ce exact? On a l'impression qu'on pourrait assister à une de ces soirées. En fait, on en a fait de ces présentations-là en reprenant un peu l'esprit des soirées mondaines où il y avait souvent, on invitait un électricien pour rehausser la prestation ou la tenue de la soirée. Il y a une dimension historique qu'on essaie de faire valoir dans nos démonstrations. Puis quand on parle de la collection du Musée de la civilisation, effectivement, il y a beaucoup de pièces qu'on retrouve dans cette collection-là qui sont reproduites ici et utilisées comme on le faisait à l'époque, soit dans des présentations pour le grand public ou encore pour des présentations dans des séances de formation, dans les cours. Donc, si je comprends bien, la collection historique, à la limite, votre souhait serait de l'utiliser dans cet amphithéâtre-là, mais vous, à partir de matériaux très contemporains, vous remettez en scène les grands principes scientifiques. Tout à fait, parce qu'en fait, si vous regardez la plupart des instruments de la collection du Musée de la civilisation ont été utilisés pour l'enseignement dans les cadres des cours de sciences qui se donnaient au Petit Séminaire de Québec. Puis les principes qu'on illustrait par cette démonstration-là et la formation qui en découlait, ce sont les mêmes principes qui sont encore à la base des grandes théories modernes. Les théories contemporaines, les phénomènes qu'on utilise pour les faire valoir et les démontrer n'ont pas changé. Par contre, la fabrication des instruments, elle, a beaucoup évolué. C'est-à-dire, on a des matériaux maintenant plus raffinés, souvent moins nobles. La facture est souvent beaucoup plus utilitaire qu'esthétique. Donc, ça, il y a des dimensions de la collection qui sont absolument fascinantes parce que quand on voit le soin que les instrumentistes mettaient à fabriquer leur instrument, il y avait tout autant d'importance à l'esthétique de l'appareil qu'à son principe, à son fonctionnement. Donc ici, quand on fabrique pour l'utilité. D'ailleurs, c'est arrivé à l'occasion qu'on utilise des pièces de la collection du musée pour certaines démonstrations dans des environnements très particuliers. Mais ce qu'on fait, par exemple, c'est ce qui se faisait avec ces pièces-là au 18e, au 19e. C'est qu'on présente ces concepts-là à travers des démonstrations, donc les principes de base qu'on retrouve dans toutes les théories et les champs d'application, même hautement technologiques, on les illustre. En fait, on a reproduit certaines démonstrations, par exemple, assez célèbres qui ont été faites par un dénommé l'abbé Nollet, qui est probablement celui qui est responsable du fait qu'on maintenant on fait des laboratoires dans l'enseignement des sciences. Donc, ce bonhomme-là faisait des démonstrations pour illustrer ces phénomènes et ces théories. Ça avait beaucoup d'attrait pour les publics auxquels il présentait ces démonstrations parce qu'on voyait des choses inédites. Puis aujourd'hui, quand on regarde dans les laboratoires de sciences, il y a beaucoup d'expériences qui sont construites sur la base des présentations que l'abbé Nollet faisait à l'époque. En tout cas, j'ai aucun doute que vous devez exercer une certaine fascination sur vos étudiants et sur votre public. Et moi-même, là, je vous écoute et j'ai hâte de voir la démonstration qu'on va faire sur certains instruments très contemporains aujourd'hui dans leur fabrication, dans leur facture, mais en même temps qui reprend des principes qu'on a vus dans la collection historique.
Comme première démonstration, on est dans la physique de l'optique. Ici, on a des miroirs paraboliques qui sont en aluminium, dans les matériaux tout à fait contemporains. Mais dans la collection historique du Musée de la Civilisation, on a exactement ce type d'instrumentation-là, mais ils sont en laiton. Et bon, il y a des supports en bois, je pense que c'est de l'acajou ou du noyer, mais c'est des pièces anciennes, des pièces de collection qu'on n'oserait pas utiliser. Mais ici, on va faire exactement le même type de démonstration, mais dans une version contemporaine. Là, si on se reporte dans le passé, ça veut dire qu'on pourrait être à peu près à quelle époque? En fait, on a compris ces principes-là assez tôt parce que Newton avait contourné un problème optique important. Les lentilles produisent on appelle ça de l'aberration chromatique, un étalement des couleurs. Okay. Une façon d'éliminer l'étalement de couleurs, c'est de servir de miroir plutôt que de lentilles. Donc, on est véritablement dans le 18e siècle. Ah, le 17e aussi. Même 17e siècle, c'est ça, oui, si on parle de Newton. Oui. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va voir, c'est que la lumière qui est réfléchie par cette courbure-là est également réfléchie par celle-ci et renvoyée, cette fois-là, au foyer de la seconde antenne. Donc, si on regarde, il va voir apparaître une image de la flamme, on la voit là. Donc, on voit un point lumineux. Mais il n'y a pas seulement de la lumière visible qui est réfléchie, il y a tout le rayonnement infrarouge qui, lui, est invisible. Donc, une façon de montrer. Qui est source de chaleur. Exactement. Ça produit une sensation de chaleur. On a des détecteurs infrarouges dans la peau. Donc, on faisait des mesures avec des thermomètres, mais aussi, on a un appareil plutôt sensible. C'est un film à cristaux liquides. Quand on l'échauffe, il change de couleur. Si je viens placer le film, vous allez voir apparaître un point. Donc, tout à l'heure, je n'étais pas au foyer, mais dès que je me place au foyer, on voit apparaître une zone très sombre. Donc là, il y a du rayonnement infrarouge qui convergent à cet endroit-là, donc le film change de couleur. Donc ça illustre très bien le principe de la réflexion des ondes de toute nature, qu'ils soient mécaniques ou électromagnétiques, c'est la même démonstration. Alors c'est simple ce qu'on fait là, mais c'est d'une grande complexité au niveau de la compréhension à l'époque où ça a été fait. Là. Tout à fait. Ça a une portée technologique contemporaine très grande. Pourtant, les principes de base sont plutôt simples et existent depuis quand même plusieurs centaines d'années. Voici une des démonstrations qui était faite à l'époque. Alors, on passe de l'optique à l'électricité. À l'électricité. Puis ça, c'est intéressant parce que quand on fait les présentations, on peut montrer tout ce qu'on connaît aujourd'hui d'électricité. Donc, les gens ont entendu parler d'électrons, de champs électriques. Donc, si vous regardez cet instrument-là, quand on tourne les deux disques d'acrylique, ça génère des charges et on voit la décharge se produire entre les deux petites pointes. Puis le principe de fonctionnement de l'appareil est assez complexe. Donc, ce qui est étonnant, c'est de voir comment les gens ont pu produire des machines aussi raffinées, aussi efficace, sans avoir de théorie qui expliquait correctement le comportement des charges. À l'époque, on croyait que l'électricité, c'était un vent. On disait que c'était du vent électrique. On disait que ce soit du feu électrique ou du vent électrique. Avant qu'on ait une explication plus moderne, tout ce qu'on avait pour essayer d'expliquer, c'était les analogies basées sur les comportements des objets. Donc, vous allez observer, on voit les fibres se soulever. Donc, les gens expliquaient que les fibres étaient soulevées par un vent électrique qui était éjecté à partir des pointes des deux pièces. Alors, j'imagine que ce qu'on voit là, ça devait être exactement comme à l'époque où on faisait les grandes démonstrations en public avec des personnes humaines et que les cheveux relevaient en l'air. Tout à fait. Donc, c'était très spectaculaire. On prenait des gens, puis on les installait sur un bloc de cire. On les chargeait électrostatiquement. Les jupons se soulevaient, les décharges se produisaient. C'était très spectaculaire. Ça a été une démonstration de l'hérésie à l'époque, parce qu'on ne devait pas en croire. Ah non, les gens étaient prêts à payer des sommes importantes pour assister à ces présentations. C'était des phénomènes très rares. En fait, à cette époque-là, il y avait une véritable révolution. C'est qu'on avait maintenant un nouvel outil pour essayer de comprendre la nature. Donc, la méthode expérimentale qui maintenant faisait rage dans tous les cercles des savants, avait fait des démonstrations tellement percutantes de la capacité qu'on avait d'expliquer les phénomènes naturels que maintenant tout le monde se réclamait de la démarche expérimentale. Donc Diderot a écrit des textes importants sur la nouvelle approche où l'expérience tranche. Mais ça remettait en question certains dogmes, parce que là, les gens acceptaient qu'on parle de méthode expérimentale, mais pas de la nature. Tout à fait. Donc la nature, c'était du domaine de Dieu, alors que la méthode expérimentale, c'est du domaine des humains. Puis on va se faire plaisir parce qu'on va aller voir dans les archives du Séminaire de Québec l'encyclopédie originale de Diderot et d'Alembert. Pierrette, on est dans les archives du Musée de l'Amérique française, un lieu tout à fait inédit et normalement inaccessible, réservé uniquement à ceux qui y travaillent. Oui, c'est la Bibliothèque du Séminaire de Québec. C'est environ 180 000 livres qui remontent au premier temps de François de Laval. En fait, la bibliothèque, en 1679, on voit déjà le nom d'un prêtre qui s'en occupe. Au départ, c'était les prêtres du séminaire qui mettaient leurs livres en commun.
Mais peu à peu, ça a pris beaucoup d'ampleur. Après, il y a eu le Collège classique. Elle a servi donc de bibliothèque scolaire. Ensuite, l'Université Laval en 1852. Okay. Elle est donc devenue la bibliothèque universitaire. OK. Donc, tout un fonds destiné à l'enseignement, à la pédagogie. Oui. Et on est venu ici parce qu'on veut voir, entre autres, dans cette section-là, qui est une section assez particulière. C'est une section absolument unique. Je ne crois pas qu'il en existe encore beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est une section de livres à l'index. En fait, ce qu'on a ici, c'est plusieurs milliers de volumes qui ont été, au fil du temps, interdit par l'Église catholique, soit pour des raisons de moralité ou encore des raisons de dogme, par exemple. En consultation fort restreinte. Très restreinte, sous permission et encore. Et on est ici pour quelque chose de très particulier, parce qu'on veut voir, au 18e siècle, ce fameux livre des livres qui était la grande encyclopédie. De Diderot d'Alembert. De Diderot d'Alembert. Oui. Ça, on souhaite que vous nous la présentiez, bien sûr. Absolument. Alors, Diderot d'Alembert, c'est ici. C'est 35 volumes et c'est les premières éditions dans un format in-folio, dans le grand format. Ça veut dire on est à quelle époque? On est en 1751. Nous sommes au siècle des Lumières. Ce que l'on veut par cette grande encyclopédie-là, c'est deux buts qu'on poursuit. La première étant de mettre dans un grand dictionnaire toutes les connaissances qu'on avait à l'époque, dans les arts, dans les métiers, dans les sciences. La somme des connaissances. La somme de toutes les connaissances, d'être capable de la mettre dans une encyclopédie. Mais il y avait un second but aussi. C'était de promouvoir cette volonté de sortir de l'obscurantisme, de mettre sur place non plus l'ancienne vision où on prenait les textes de la Bible, par exemple, qui étaient la somme des connaissances, des savoirs, mais d'être capable d'aller du côté scientifique pour utiliser nos sens, pour comprendre, pour faire des expérimentations. Alors, c'est vraiment les deux axes que se proposait de mettre en pratique dans cette encyclopédie-là. Denis Diderot et Jean d'Alembert, qui étaient les deux éditeurs principaux. Tout à l'heure, on disait qu'il y a une version plus petite, de plus petit format, qui a été publiée à la même époque, qu'on a aussi. Oui, parce que cette édition-là était évidemment destinée à l'élite. Ça valait combien une édition comme ça? Ça peut valoir combien aujourd'hui? C'est plusieurs centaines de milliers de dollars, très facilement, surtout ceux-ci qui sont dans leur reliure d'origine. Parce que c'est ça, nous, on a une première édition, un original. Et au Québec, il doit en avoir très, très peu, somme toute, là, dans les grandes bibliothèques. Là. Elle est d'autant plus dans un état assez remarquable de conservation. À l'époque où le séminaire, finalement, était destiné aussi à l'enseignement des sciences, les étudiants ne pouvaient pas consulter librement cette grande encyclopédie-là, c'est certain. Absolument pas. Tous les livres qui sont ici dans l'index étaient évidemment retirés de la lecture publique et il fallait une permission spéciale pour pouvoir accéder aux ouvrages qui étaient conservés dans cette section. Comme bien d'autres consacrés, je ne sais pas, de la chimie à la physique, à l'optique, etc. Souvent, il y avait beaucoup d'ouvrages comme ça qui étaient consultables uniquement avec une grande permission des autorités en place. Là. Alors, de cette grande encyclopédie, il y a 35 volumes. Oui. Et de recueil de planches, il y en a quoi? C'est 11? C'est 11, volumes pour la première édition. Ça a été véritablement un ouvrage colossal. Ça a été une entreprise extraordinaire. Ça a pris 25 ans pour réaliser ces 35 volumes. Il faut dire que tout était fait à la main par les artisans, les gravures, les dessins, l'impression des planches aussi, l'impression. Alors, ça a mobilisé une équipe énorme. Oui, énorme. Là. Donc, on va parler d'économie, de politique, de médecine, mais également, on va parler des métiers, des artisans avec les outils qu'ils utilisaient. On retrouve même, parce que là, ici, on voit instruments de mathématiques. Alors, par rapport à notre cabinet scientifique, c'est véritablement, on pouvait y revoir une instrumentation qu'on utilisait dans les laboratoires de physique, par exemple, dans le domaine de l'optique, avec, je ne sais pas, par exemple, l'astronomie ou l'optique, avec la sphère armillaire ou la lunette méridienne, toutes des choses qu'on pouvait retrouver ici dans la collection du séminaire. À la même époque. À la même époque, exactement. Et comme on l'a mentionné plus tôt, par contre,
les étudiants, c'était pas tout le monde qui pouvait consulter ce magnifique livre. Non, à une certaine époque, effectivement, comme il l'était à l'index, c'était une consultation qui était très sélective. Alors, c'est assez exceptionnel d'être dans ce lieu-là. Oui. Merci beaucoup, Pierrette. Ça me fait plaisir. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'émission que vous avez eu l'occasion de regarder sur le cabinet scientifique du Séminaire de Québec. Alors, c'est important de conserver l'ensemble des éléments qui nous permettent de bien comprendre le cheminement de la pensée scientifique et de l'enseignement scientifique. Alors, ces collections-là, tout comme la nôtre, tout comme celles qu'on retrouve dans d'autres institutions muséologiques ou dans d'autres institutions d'enseignement qu'on utilise encore, c'est véritablement des collections qui nous permettent de mieux comprendre notre société et toute l'évolution que l'enseignement des sciences a eue dans ce contexte. J'espère que vous serez des nôtres pour un prochain rendez-vous.